Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. On va parler tout de suite actualité. L'actualité dans moins d'une heure et demie exactement, ça sera le Yom HaShoah en Israël. Et Shani Guidalia, le Yom HaShoah, c'est presque comme si l'actualité avait rattrapé finalement la réalité. Oui Mathias, il y a eu cet acte symbolique qui s'est déroulé cette nuit dans un village palestinien au nord-est de Jérusalem. 2 officiers dans le village de Al-Ram, c'est à côté de Ramallah. Ils ont découvert pendant une opération de routine une croix gammée dans une cour d'une maison. Et on va le voir sur ces photos, je pense, que la croix gammée, elle n'est ni dessinée ni peinte, mais elle a été sculptée. Donc ils ont... Je précise que ces images sont exclusives pour Défense et pour I24 News. Elles nous ont été données par l'état-major de l'armée israélienne pour qu'on découvre justement ces images. Je vous laisse parler. Exactement. Et voilà, on le voit, ils ont décidé, sans hésiter, de retirer, d'effacer cette croix gammée à l'aide d'une pioche, puisque la croix gammée, je répète, elle a été sculptée. Ce qui rend cette scène encore plus marquante, eh bien, c'est l'identité des soldats, puisque l'identité de ces 2 officiers, puisque l'un est petit-fils et l'autre arrière-petite-fille de survivants de la Shoah. Évidemment, c'est pas la première fois qu'un tel symbole est découvert dans les villages palestiniens, mais ici, le contexte donne une dimension plus importante et plus symbolique à cette image, puisque ce sont des jeunes Israéliens qui sont marqués dans leur chair par leur histoire, l'histoire de leur famille, qui ont enlevé cette croix gammée. Ça montre que sur le terrain, eh bien, les soldats israéliens ne sont pas de simples acteurs d'opérations militaires, ce sont des héritiers d'une mémoire, et ils ont fait ce que leurs grands-parents et arrière-grands-parents n'auraient jamais pu imaginer. Ils ont retiré, en uniforme de Tzahal armé, ils ont retiré un symbole nazi de l'espace public. Et à 1 heure de l'entrée du début du Yom HaShoah en Israël, eh bien, on voit que le pays, au moment où il s'arrête et il s'apprête à se souvenir et à se recueillir, cet acte montre le lien entre passé et présent en Israël. Merci Shani, vous restez avec nous. Notre premier invité, Erez Kreiner, ancien cadre de l'unité de cybernétique du Shabak. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous faire agir sur ce qui se passe à Gaza et notamment les déclarations de plus en plus insistantes de l'état-major. On parle d'une méga opération à Gaza. Ça veut dire quoi une méga opération? C'est plus que la précédente? C'est moins que la suivante? On a du mal à comprendre. Écoutez, c'est difficile de savoir quand on dit méga et qu'on dit les choses de manière imprécise. Mais je suppose qu'en fait l'intention, c'est qu'il va falloir en fait transférer beaucoup de Gazaouis d'un endroit vers un autre pour arriver à une situation où nous aurons le contrôle de l'aide humanitaire aux civils là-bas, de telle manière à écarter le Hamas de ses capacités de contrôler cette aide humanitaire. En fait, le contrôle de la répartition alimentaire et la distribution aux civils, c'est ça qui donne la force au Hamas. Et Israël, évidemment, veut éviter cela. Alors, cela demande, quand on parle de déplacer 1 million de Gazaouis d'un endroit vers l'autre, c'est évidemment compliqué. Et puis en plus, il faut toujours bien réfléchir à ce que l'on fait après. Très bien. Comment contrôler ensuite la distribution et est-ce que c'est les soldats de Tzahal qui vont répartir les pitas aux habitants? Non, il va falloir faire les choses de manière planifiée. On parle peut-être d'une société américaine qui devrait faire les choses, à mon avis. C'est beaucoup mieux que ce soit un élément international ou autre, mais pas les soldats israéliens qui soient là pour distribuer de l'alimentation aux habitants de Gaza. J'ai une question parce que cette semaine j'ai publié sur mon fil X des images qui me sont parvenues de sources montrant un étalage à Gaza plein de vivres. Donc d'abord le Hamas ment, il n'y a pas de famine, ou en tout cas si le Hamas ne décide qu'il n'y a pas de famine, il n'y a pas de famine, ou alors l'inverse. Mais ça veut dire aussi que lorsque les responsables israéliens parlent de méga opération, soit ils ne disent pas totalement la vérité, soit ils ont occulté le fait qu'à Gaza, il y a des vivres. Écoutez, le Hamas
ment toujours. Le Hamas ment et il ment parce qu'il en a besoin pour survivre. Chez nous, les dirigeants, parfois, ne disent pas toute la vérité. Je ne veux pas dire qu'ils mentent, mais ils ne disent pas toute la vérité, parfois pour de bonnes raisons, et parfois pour des raisons qui sont moins bonnes. Une raison justifiée, c'est si l'on souhaite créer un piège face au Hamas. On veut essayer de les surprendre pour essayer de récupérer les otages et pour atteindre les objectifs de la guerre. Des raisons non justifiées, c'est quand c'est pour des raisons politiques. Par exemple, s'il faut encore un vote quelque part pour une loi, ou s'il faut éviter que tel ou tel ministre démissionne alors qu'il menace. Alors ça n'est pas une raison justifiée ou justifiable. Et le fait qu'on parle de temps à autre de la conquête de Gaza, il faut absolument, peut-être qu'on arrivera à cette situation, j'espère que ce ne sera jamais le cas, mais si on en arrivait là, il faudrait que ce soit uniquement parce que nous avons tout essayé comme option et non pas parce que tel ou tel parti menace de quitter le gouvernement. En attendant les plus de 40 000 Gazaouis qui sont partis, c'est un micro-phénomène ou ça va monter crescendo? Écoutez, j'espère que ça augmentera, mais c'est évidemment un micro-phénomène. 40 000 personnes sur 2 millions, c'est 1% et demi, peut-être 2, enfin ça dépend comment on compte. Donc bien sûr, c'est bien. Pour nous, et si tout à coup à Gaza il n'y avait plus de Palestiniens, alors peut-être qu'on pourrait recréer une côte d'Azur en Moyen-Orient, et bien sûr. Mais d'ici là, beaucoup de Palestiniens, s'ils ont vraiment l'option, partiront. C'est assez évident. Combien? Un demi-million, 1 million? Une immigration qui viderait la bande de Gaza? Personne ne peut vous le dire. Mais il faut se rappeler aussi... Pardonnez-moi de vous couper. Avec la possibilité de revenir, c'est ça le plan Trump. C'est pas qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas. Ils doivent revenir une fois que le Hamas n'existe plus. C'est là la question. S'ils reviennent quand le Hamas sera effacé, alors tous les rêves dont on parle seront différents, parce que le Hamas n'était pas au pouvoir jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Il y avait l'autorité palestinienne qui contrôlait le cas. C'était pas Gaza qui était un endroit particulièrement joyeux. Et donc l'émigration des Palestiniens dont on parle généralement, c'est une immigration qui ne leur permettra pas de revenir. S'ils ne reviennent pas, ce serait bien. Mais pour qu'ils ne reviennent pas, il faut qu'ils soient accueillis ailleurs. Et je ne vois pas beaucoup de pays dans le monde qui aient particulièrement envie d'accueillir 1 million ou 1,5 million de Palestiniens ou même un demi-million de Palestiniens. Alors, ça va rester, à mon avis, au niveau de micro-phénomènes et non pas une immigration massive. C'est votre point de vue. Merci, Erez Kreiner, d'avoir été avec nous ce soir dans Défense. En attendant, merci à vous. Avec plaisir. En plus en français dans le texte. En attendant, il y a eu, vous le savez tous, une attaque de requin à Hadera cette semaine. Sauf que là, on ne parle pas dans Défense d'une simple attaque de requin, on parle de l'utilisation de cette attaque de requin par la propagande pro-palestinienne. Hossein Nicole, bonsoir. Les images terribles de cette attaque ont complètement été détournées. Oui, Mathias, toute occasion est bonne pour mettre sur la table la haine d'Israël. Résultat, eh bien, on a vu des partisans du Hamas, des pro-organisations terroristes, eh bien, s'emparer de ce drame pour alimenter eh bien, leur campagne anti-israélienne. On a vu sur les réseaux sociaux eh bien, beaucoup d'internautes qui se sont moqués de cet Israélien qui s'est donc fait attaquer en début de semaine par un requin. On a vu des photos aussi sur les réseaux sociaux. Ce requin qui a même été baptisé requin
requin Abu Qassem, en référence donc à la brigade militaire du Hamas. On voit des images montrant donc ce requin avec un kéfier ou même avec un bandeau vert qui est donc la caractéristique du Hamas, ou encore des photos avec un requin à côté de l'ancien porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, prétendant qu'il menace de représailles cet animal. Et en plus des photos, il y a aussi les commentaires qui vont avec: le requin combattant, l'unité Abu Karish, le requin antisémite, combat jusqu'à la victoire totale, le requin combattant, ou encore force Abu Shark. Et certains internautes font même l'éloge de ce requin qui a donc attaqué en début de semaine un Israélien d'une quarantaine d'années. Il y a même des comparaisons qui sont faites entre ce requin et le caracal, cet animal qui avait attaqué au mois de mars des soldats israéliens. C'était à la frontière avec l'Égypte, avec des commentaires haineux. Même les animaux comprennent qu'Israël ne doit pas exister. Alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, puisqu'on se souvient, il y a quelques années, l'Égypte avait carrément accusé le Mossad d'envoyer des agents, des requins agents du Mossad sur les côtes de Sharm el-Sheikh pour nuire au tourisme égyptien. Donc des accusations complètement farfelues, mais qui profitent au Hamas ou aux pro-palestiniens, puisque chacun utilise ces incidents, ces faits divers pour une nouvelle fois alimenter leur campagne anti-israélienne. Merci Océane Nicole. En attendant, là on ne parle pas ni de propagande ni de fausse propagande. Chani Guidela, vous êtes toujours avec nous. C'est la possibilité qu'il y ait une attaque nucléaire. Vous êtes annonciatrice de mauvaises nouvelles ce soir. Israël est-il préparé ou pas à une attaque nucléaire d'Iran? Alors déjà, il faut comprendre quelles seraient les conséquences s'il y avait une attaque nucléaire qui vise Israël. Pour ce qui est des conséquences et du nombre de victimes, tout dépend de la taille et du type de la bombe. Dans le cas d'une bombe classique, il y aura plusieurs cercles d'impact. Déjà de 1 à 2 km, la destruction sera quasi totale avec un nombre assez important de morts. De 2 à 10 km, il y aura une exposition importante aux radiations qui provoqueront de graves blessures et brûlures. Là encore, les personnes exposées pourront mourir rapidement si elles ne sont pas prises en charge. Et dans un rayon plus éloigné, de 10 à 50 km, le problème principal, c'est la contamination par des poussières radioactives qui se déplacent et auxquelles les personnes seraient exposées. Maintenant, comment Israël doit se préparer? D'abord, au niveau du système de santé, il y a un risque d'effondrement total du système de santé, parce que le pays devra faire face à des traitements de masse avec un nombre de victimes colossales qu'il faudra isoler, traiter et examiner. Ça implique aussi de former toutes les équipes médicales et également les forces de sécurité qui seront déployées sur les zones contaminées. Il faudra un stock de médicaments très important pour pouvoir les traiter rapidement. Et au niveau des autres services et des autres structures de l'État, il faudra également procéder à une évacuation massive de la population, donc trouver un logement, de la nourriture, des vêtements pour toutes les personnes qui ont été évacuées. Et pour ce qui est enfin du stock de médicaments, le pays doit disposer d'un stock d'urgence d'antibiotiques, de transfusions sanguines, de médicaments contre les radiations qui, je précise, ont déjà été approuvés au niveau mondial. Donc est-ce qu'Israël est prêt? La question reste en suspens, mais voilà à quoi le pays devra se préparer et devra faire face s'il est confronté à une attaque d'une bombe atomique. Merci pour ces informations. Alors on va parler justement de ces négociations autour de cette bombe nucléaire ou pas. On espère que l'Iran ne s'en dotera pas. Matt Tardio, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien soldat des forces spéciales américaines. Merci d'être avec nous. D'abord, première question. Je me tourne vers vous. Concrètement, est-ce que on a l'impression aux États-Unis que l'Iran est en train de se jouer de l'administration américaine? Oui, je pense que l'Iran est en train de se jouer de l'administration américaine. Une des chose clé que je peux vous souligner, c'est l'Iran disant qu'ils n'ont plus le contrôle des Houthis au Yémen et qu'ils sont totalement en dehors du jour. Alors qu'on voit des drones qui sont sortis du Yémen, de territoires Houthis, avec des Iraniens au sol. Il y a le seul pays qui a pris le contrôle de tous les drones américains, ce sont les Iraniens en 2011. C'était très clair à l'époque qu'ils ont pris le contrôle technique des drones américains, les Reapers, au sud-Yémen. Ils n'ont pas été abîmés. Donc je doute que les Houthis aient la capacité de prendre le contrôle de ce type de drone américain. Quand on parle de capacité nucléaire américaine,
ils contestent le fait qu'ils veulent aller vers l'arme nucléaire, alors qu'il n'y a pas de raison possible d'avoir un enrichissement de 60% confirmé par l'AIEA pour un poids de 600 pounds. On peut même aller plus loin, non seulement ils ont ça, mais ils ont mis 135 nouvelles centrifugeuses en route l'année dernière, et de plus, ils ont 2 sites non déclarés où ils enrichissent de l'uranium dans la banlieue de Téhéran qu'ils n'ont pas présenté selon l'AIEA, alors qu'ils auraient dû le faire selon le traité de non-prolifération nucléaire. Matt Tardieu, on peut dire beaucoup de Donald Trump, mais ce n'est pas un président crédule. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là actuellement? Il est en train de mener... quel type de négociation il est en train de mener pour empêcher justement les Iraniens d'arriver à la bombe? On peut voir que Trump négocie dans toutes les choses en cours. On voit ce qui se passe dans le sud de Gaza. Il est rentré en fonction. Il a essayé de négocier avec le Hamas. Et ça a échoué. On l'a vu négocier entre l'Ukraine et la Russie. Et aujourd'hui, selon Marco Rubio et après les réunions, que a été un échec. Et on voit une tentative diplomatique aussi avec l'Iran. Juste parce qu'il négocie avec l'Iran, ça ne veut pas dire que ça va marcher. C'est juste le début d'un processus diplomatique. Mais il faut aussi avoir une action militaire américaine. Nous avons 2 porte-avions qui sont en mer Rouge. Nous avons pris tout un bataillon de patriotes de défense aérienne et on l'a passé du Pacifique vers le CENTCOM en guerre. Et on n'a pas arrêté de fournir des avions des États-Unis depuis au moins 2 semaines vers le Proche-Orient. On a aussi 6 bombardiers B-12 et donc dans toute cette zone. Tout cela, je le comprends bien. Sauf qu'en attendant, plus les États-Unis négocient, plus, et vous l'avez écrit cette semaine, l'Iran et la Russie font bloc contre les États-Unis. Donc en fait, en quelque sorte, les États-Unis sont en retard, quoi qu'il arrive, sur tous les domaines. Ou alors je me trompe? Non, vous avez raison. Non, la Russie et l'Iran ne sont pas seulement contre les États-Unis, ils sont aussi contre l'Union européenne en fermant le trafic dans le détroit de la mer Rouge. Cela touche 164 milliards de dollars qui sont des pertes du PNB de l'Union américaine, ne serait-ce que l'année dernière. 50% de tout le pétrole qui passe par la mer Rouge avant le 7 octobre. La Russie envoyait 50% du pétrole et ça a été une augmentation importante. Bref, une des choses les plus invraisemblables qui soit arrivée avec le rétablissement de ce pacte l'autre jour, c'est qu'ils veulent établir un nouveau système qui ne peut pas être affecté par les sanctions de l'Occident. Bref, si l'Iran ou la Russie décident de faire quelque chose de stupide à nouveau, ils pourront envoyer de l'argent et pouvoir commercer en avant et en arrière au niveau international sans les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne ou les Nations unies qui les en empêchent. Et ça, c'est quand même très très grave. Il vous reste 30 secondes pour vous poser la question. En quelque sorte, est-ce que pour vous, la seule solution, c'est en clair, frapper maintenant avant qu'il ne soit trop tard? Je pense qu'il y a une grande probabilité que l'Iran ait déjà l'arme nucléaire. L'AIEA a déjà l'année dernière qu'une des centrifugeuses fonctionne. Ils peuvent arriver jusqu'à 5 têtes nucléaires en 30 jours. Est-ce que je pense qu'il faut que cela arrive? Oui, absolument. Pas parce que l'Amérique veut faire la mer, mais parce que c'est la seule option que l'Iran laisse à l'Ouest, à l'Occident, pardon. C'est-à-dire frapper seul ou frapper avec Israël? Excellente question. Je pense que ce sera un effort combiné contre l'Iran. Mais avec la capacité américaine, je pense que l'Amérique n'a pas besoin d'Israël. Je pense qu'Israël a assez de travail avec Gaza et son propre espace, et au Liban aussi, donc les Américains. Je ne peux pas m'empêcher. Je vous avais dit que c'était ma dernière question, mais vous êtes trop intéressant, Matt Tardieu.
vous avez fait votre carrière dans les forces spéciales américaines. Et pourquoi pas envoyer des forces spéciales sur le terrain iranien, conjointes israélo-américaines? C'est un trop gros risque en tant que tel et ce n'est pas le rôle des forces spéciales. Nous avons des capacités pour des efforts de non-prolifération, mais sur une telle échelle comme l'Iran, c'est beaucoup trop grand. Et pour traiter ce cas, l'Iran et les infrastructures enterrées dont on parle, il s'agit de forces massives qui seront nécessaires pour les traiter. Donc, franchement, ça n'est simplement pas plausible de faire les choses comme ça. Et une campagne sera une campagne extrêmement profonde et importante à cause des sites souterrains. Merci Matt Tardio d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un ancien soldat des forces spéciales américaines. Merci à vous. Thank you. Merci. En attendant, vous l'avez sans doute suivi au fur et à mesure de l'après-midi, Mahmoud Abbas, le chef à Ramallah, insulte frontalement le Hamas. Dans cette guerre qu'il oppose au Hamas, entre le Fatah et le Hamas. Je vous propose de l'écouter. Il parle du Hamas comme des fils de chiens. Écoutez-le. Le président palestinien exhorte le Hamas à déposer les armes. Lors d'un discours prononcé lors de l'ouverture du Conseil central de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas interpelle le Hamas. Chaque jour, il y a des centaines de morts. Pourquoi? Ils refusent de libérer l'otage américain. Bande de fils de chiens, donnez ce que vous avez et sortez-nous de là. Ne donnez pas à Israël des raisons de continuer. Ne leur servez pas d'excuses. Mahmoud Abbas exige donc la libération des 59 otages encore détenus à Gaza et en particulier celle d'Edan Alexander. Kidnappé le 7 octobre alors qu'il servait sous les drapeaux près de Gaza, Edan Alexander est né dans le New Jersey. Il est le seul otage binational qui est probablement encore en vie. Le Hamas détient également les corps de 4 autres ressortissants américains. Le vieux Raïs insiste, la guerre doit s'arrêter. Mahmoud Abbas donne sa vision de la guerre à Gaza et de ses répercussions dans les territoires palestiniens. Le Hamas a fourni à l'occupation criminelle des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza, à commencer par les otages. Pourquoi retenir des otages? C'est moi qui en paye le prix, c'est notre peuple qui en paye le prix, pas Israël. Avez-vous vu à quel point le nombre de Palestiniens tués a augmenté depuis 2007? Nous en payons le prix chaque jour. Mes frères, libérez-les. Cette sortie inhabituelle du président palestinien intervient dans un contexte de tension accrue entre l'autorité palestinienne et le Hamas, l'organisation terroriste contre la bande de Gaza depuis 2007. Les relations entre les deux factions palestiniennes sont historiquement marquées par la méfiance et la rivalité politique. Et pour refermer ce numéro de défense, j'ai le plaisir de recevoir la sénatrice Nathalie Goulet. Merci d'être avec nous. Vous avez publié un article selon lequel l'intelligence artificielle est détournée aujourd'hui sur les réseaux par les frères musulmans. De quoi s'agit-il, Madame la sénatrice? Elle n'est pas détournée, elle est utilisée. Elle est utilisée. Vous savez qu'en 60 secondes, il y a à peu près $1 million de dépensés, 2,5 millions d'images utilisées, 1400 vidéos postées, etc., etc. Donc l'intelligence artificielle, ce que ça fait, ça multiplie la rapidité avec laquelle se diffusent des messages de haine ou des messages tronqués. Et à la limite, et vous le savez très bien, peu importe qu'ils soient vrais ou faux, à partir du moment où ils sont diffusés, et d'ailleurs une étude du MIT montre que les gens sont plus enclins à croire les fake news que la réalité. Et donc les frères musulmans utilisent cette nouvelle technologie à leur profit, notamment pour diffuser des informations qui sont fausses, déstabiliser les sociétés, et on voit bien ce qui s'est passé en Jordanie ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer en France, et ce qui se passe en France tous les jours d'ailleurs, parce que ça continue ici aussi, et ailleurs. Mais en tant que sénatrice, est-ce que vous avez des outils politiques Alors, je viens de faire un petit récapitulatif du nombre de fois où j'ai demandé l'interdiction des frères musulmans. Je vais vous envoyer ça. D'ailleurs, c'est sur mon compte Twitter. C'est au moins 6 fois, au moins 2 fois par an. Et alors, sur l'intelligence artificielle, il y a pire, parce que j'ai fait une expérience avec un professeur d'Abu Dhabi qui s'appelle le Dr Wael Saleh. Vous savez que les Émirats ont évidemment banni les frères musulmans depuis longtemps. Et en fait, l'expérience est simple. Vous tapez frères musulmans sur ChatGPT.
Et ChatGPT va vous expliquer en gros que c'est les petits chanteurs à la croix de bois. C'est-à-dire, c'est pas des terroristes, c'est pas des gens qui vont grignoter la société dans laquelle ils sont. Ce sont des gens dont on dit que parfois ils ont des liens, mais que c'est pas tout à fait vrai, etc. La réponse de ChatGPT sur qui sont les frères musulmans est juste ahurissante. Donc ils se servent de la crédulité des gens en fait. C'est pas la crédulité, c'est la machine qui remplit. C'est la machine, c'est ChatGPT qui remplit la demande. Vous demandez qui sont les frères musulmans, le logiciel, le ChatGPT, le bot, vous répond, bah, c'est des gens très bien dont on peut dire qu'ils sont... C'est-à-dire que le bot va pas vous répondre, ils sont bannis dans plein de pays, ils ont une activité qui grignote les sociétés dans lesquelles ils ont un islam politique, ils utilisent des financements multiples et variés, et vous savez très bien que j'ai publié un excellent bouquin sur ce sujet, que je vous rappelle au passage, voilà. Donc, si vous voulez, l'intelligence artificielle, ça fait quoi? Ça démultiplie la force de destruction massive de ces salopards. Merci, au moins c'est dit. Merci Madame la Sénatrice. Très bonne soirée à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite sur i24 News.